que ce que nous essayons de faire tout au long de ces séminaires et ces cours, c'est essentiellement de nous poser la question qui a inventé l'ADN. Donc ça nous a amené à introduire la dernière fois le monde qui a précédé l'ADN, le monde à ARN dont on a parlé déjà un petit peu avec Patrick Forter. Aujourd'hui, Marie-Christine Morel va continuer sur des aspects de chimie de nucléosides et déoxynucléosides pour ce qui concerne donc cette chimie initiale. La semaine prochaine, on aura aussi des choses sur les ARN. Et moi, je vais continuer avec ces fameux systèmes enzymatiques dont je vous ai parlé la dernière fois, qu'on appelle les ribonucléotides réductases, et qui ont joué un rôle absolument clé dans l'arrivée de l'ADN à la surface de la Terre et la vie telle que nous la vivons aujourd'hui. Pour ce qui me concerne, tout au long de ces cours, je vais parler des différentes ribonucléotides réductases. Parce qu'une des choses étonnantes, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon dans la nature vivante de faire les précurseurs de l'ADN. Alors, aujourd'hui, et justement, c'est pour ça que cet exercice, parmi toutes ces possibilités, est-ce qu'il y en a une qui a été vraiment à l'origine, au tout début de ce monde à ADN, c'est la question que je vais poser, mais avant, il faut les explorer un peu toutes et voir comment les organismes vivants font les désoxyribonucléotides. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la ribonucléotide réductase que les spécialistes appellent de classe 1, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui est celle que nous avons dans nos cellules. C'est celle qui existe chez les eucaryotes, chez les humains, chez les plantes et un certain nombre d'organismes très développés et quelques bactéries. Alors, cette diapositive, je l'avais montrée la dernière fois, c'est pour rendre hommage à Peter Echard, qui est toujours vivant, qui est même toujours actif, qui est un chimiste assez extraordinaire et qui est celui qui a découvert en 1960, qui a fait un certain nombre de découvertes importantes dans ce domaine, et je vous rappelle, dans les années 60, il a découvert l'activité ribonucléotide réductase, donc une enzyme qui était capable de convertir les ribonucléotides en désoxyribonucléotides, et cette étape est absolument clé, bien sûr, pour la synthèse de l'ADN, puisque ce sont ces composés qui polymérisent ensuite pour donner de l'ADN. Il a été le premier, 10 ans plus tard, à isoler complètement, purifier complètement une ribonucléotide réductase. Et surtout, et c'est de ça dont je vais parler beaucoup, parce que la dernière fois j'ai évoqué toute cette chimie radicalaire qui est mise en œuvre de façon très très étonnante dans les organismes vivants, il a démontré que c'était une enzyme radicalaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de cette enzyme ? C'est une enzyme d'une très très grande complexité. Moi, qui connais un peu les métalloenzymes redox, je peux vous dire que c'est probablement un des systèmes les plus complexes qui existent du point de vue enzymatique. On peut mettre dans la même classe le système photosynthétique, par exemple. Enfin, vraiment, ça fait partie des systèmes les plus complexes et je vais essayer de vous expliquer comment ils fonctionnent. Voilà quelques grands acteurs du domaine. Peter Echard, je l'ai déjà dit, Hans Eklund, qui a été le cristallographe qui a permis d'obtenir des renseignements structuraux des protéines qui sont impliquées dans cette chimie ici. Et puis Johann Stube au MIT, Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, qui a fait un certain nombre de travaux assez exceptionnels, dont je parlerai en partie, sur la compréhension de la gestion des radicaux dans ces protéines. Alors, la ribonucléotide réductase, c'est deux sous-unités protéiques. Une sous-unité que j'appellerai R1, qui est schématisée ici, et une sous-unité que j'appellerai R2. En face, vous avez la structure cristallographique, mais on zoomera là-dessus. C'est donc un dimère R1, et ici un dimère R2 également en rouge. Alors, pour être tout à fait clair, R1, c'est la protéine
qui fixe le substrat et qui transforme le substrat en désoxyribonucléotides. Et ici sont présentés 2 cystéines, 2 thiols, qui vont fournir les 2 électrons nécessaires à cette transformation, parce que c'est une réduction à 2 électrons. Mais si vous prenez cette protéine toute seule, celle-là, et vous lui donnez un désoxyribonucléotide et une source d'électrons, il ne se passe strictement rien. L'enzyme a besoin d'une deuxième protéine, qui est celle-ci, qui s'accroche à la première en fonction des organismes plus ou moins fortement. Et qu'est-ce que c'est que cette protéine, cette sous-unité R2 ? Eh bien, c'est quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, à l'époque, quand elle a été découverte, ce qui était exceptionnel, c'est que quand vous la purifiez, vous la mettez dans un spectromètre RPE, vous voyez un magnifique signal RPE, résonance paramagnétique électronique, qui, je ne veux pas, peut-être à une autre occasion, je passerai du temps à décrire les techniques spectroscopiques qui permettent d'étudier tous ces systèmes, mais ça permet de détecter des espèces à électrons célibataires, et c'est le cas des radicaux libres. Et là, de façon absolument étonnante, cette protéine a un magnifique signal d'un radical organique parfaitement stable. Évidemment, vous imaginez qu'à l'époque, on a mis des années, une dizaine d'années, avant d'imaginer que ça puisse être un radical organique. Il y a du fer aussi. Celui-là, on ne le voit pas en RPE parce qu'il y a un couplage antiferromagnétique entre les 2 atomes ferriques. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'activité de cette enzyme et il n'y a pas de réduction des ribonucléotides. Alors, une autre notion que j'évoque un tout petit peu parce que ça me sera utile quand, à la fin de ce cours, d'ailleurs le 6e cours, lorsque je dirai, bon, finalement, quelle est cette enzyme qui a fait à l'origine les désoxyribonucléotides, je vais toutes les comparer, y compris sur ce plan-là. Il y a quelque chose aussi d'assez incroyable avec ce système, c'est qu'une seule enzyme réduit les 4 ribonucléotides. Et si vous savez que les quantités relatives des désoxyribonucléotides, qui sont ceux-là, des ATP, des GTP, des TTP, des CTP, qui sont ensuite polymérisés pour faire de l'ADN, ces concentrations relatives sont parfaitement bien contrôlées dans les cellules. Ce n'est pas n'importe quoi. Et dès qu'il y a une dérégulation de ces quantités relatives dans nos cellules, la synthèse de l'ADN ne fonctionne pas bien, et c'est dramatique. Donc c'est assez... On aurait pu imaginer que, vu tout le nombre d'enzymes qu'il y a dans une cellule, qu'il puisse y avoir 4 enzymes pour faire 4 réductions. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc évidemment, toute la question se pose au niveau moléculaire, au niveau chimique, comment une seule enzyme prend les 4 substrats de façon très contrôlée et produit avec des quantités aussi très contrôlées les produits, les désoxyribonucléotides. Alors, je dois dire qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. On commence à avoir des structures aux rayons X avec les effecteurs allostériques. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça se passe comme ça. Vous avez d'une part deux... Alors, oui, ce que vous allez constater, c'est que les effecteurs allostériques, ceux qui contrôlent l'activité de cette enzyme, ce sont les produits de la réaction. Donc, il y a un mécanisme dit de feedback, d'effet des produits sur l'enzyme. C'est-à-dire que quand on a trop d'un produit, il s'accroche sur la protéine et il dit à la protéine « on a trop de mon produit ». Et l'enzyme réagit pour s'attaquer à un autre substrat et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça que ça se passe. L'ATP permet à l'enzyme d'être active. S'il n'y a pas d'ATP, l'enzyme n'est pas active. Et à ce moment-là, vous avez la réduction des pyrimidides, UDP et CDP. Avec l'ATP. Vous avez, lorsque vous produisez le DTTP, il a un effet négatif sur ces deux réductions dont je viens de parler, donc ça s'arrête. L'accumulation de DTTP dit à l'enzyme stop, ne touche plus aux pyrimidines. Par contre, il déclenche la réduction du GDP en DGDP. Et une fois que ceci est enclenché, lorsqu'on a accumulé suffisamment de DGTP, ce composé a comme effet de bloquer la réduction du GDP et d'activer la réduction
de l'ADP. Et quand, à la fin, tout le DATP suffisant a été synthétisé, cette molécule bloque tout. L'enzyme est informée qu'il n'y a plus besoin de... Voilà. Alors, vous voyez que c'est très délicat parce que la différence de structure entre ces différents composés est très très faible. Voilà, donc il y a un site dit d'activité dans lequel l'ATP déclenche tout, le DATP bloque tout, et puis vous voyez les différents effecteurs allostériques déclenchent pour l'ATP la réduction de CDP-UDP, pour le DGTP la réduction de l'ADP et le DDTP pour la réduction de GDP et ainsi de suite. Et évidemment, la question c'est comment ces informations au niveau moléculaire sont passées. Et vous voyez, ici c'est un schéma qui représente ici le site du substrat sur un des monomères. Et sur le même monomère, le site... non, excusez-moi. Ici, c'est le site du substrat sur un des monomères. Et si vous voulez, les sites où se fixent les effecteurs allostériques sont très éloignés de ce site actif. Par contre, le site allostérique de l'autre monomère est assez proche. Et entre les deux, il y a une boucle. Et donc finalement, et c'est vrai ici, vous voyez, c'est parfaitement symétrique. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une boucle ici, tout à fait particulière, qui transmet des informations par des modifications conformationnelles assez fines. On peut le revoir ici. Vous voyez par exemple le DGTP, qui est un effecteur allostérique, qui est sur une sous-unité, affecte la boucle qui est ici, qui, par ses mouvements conformationnels très fins, disent au site actif de fixer de l'ADP plutôt qu'un autre substrat. Donc c'est extrêmement délicat. On comprend vraiment pas très bien, très finement comment ça se passe. Voilà. Et encore une fois, vous voyez que le site actif est ici, où se fixe le substrat. Vous avez donc ce site d'effecteur allostérique qui régule via cette boucle qui est là, ici, cette boucle, c'est celle-là, qui régule, qui donne des informations, qui se donne des informations mutuelles. Là où c'est plus étonnant, c'est qu'il y a un site, le site d'activité, celui qui dit on ou off, il est quand même très très loin et on se demande comment une fixation d'une molécule à cet endroit-là peut avoir un effet sur le blocage de l'activité ou l'activation dans ce site-là. Là, il y a vraiment des choses qu'on ne comprend pas encore très bien. Voilà. Alors, autre aspect donc, sur lequel je vais passer un peu de temps maintenant, c'est que ce radical, qui est positionné sur la sous-unité R2, et voilà quelques spectres RPE, vous voyez, ils se ressemblent tous et on peut très bien les analyser. Ils sont assez complexes, mais parce qu'il y a des interactions magnétiques entre l'électron célibataire et certains noyaux adjacents. Donc ça s'explique très bien, mais vous voyez ici, vous avez le spectre RPE chez la souris, le trypanosome, une bactérie, voilà. Bon, enfin, tout ça est tout à fait conservé. Et ce spectre est tout à fait caractéristique d'un radical phénoxy. C'est une tyrosine. C'est la chaîne latérale d'un acide aminé qui est la tyrosine, avec ce radical positionné sur cet atome d'oxygène. Ce radical est ici. Il a été parfaitement bien caractérisé. Encore une fois, cet électron célibataire a des interactions magnétiques avec les spins nucléaires des différents atomes d'hydrogène autour. Tout ça s'explique très bien. Très stable. Hein, c'est une enzyme purifiée à l'air et vous avez ce système. Et le site actif est ici. Celui où le substrat se fixe et va être transformé est ici. Et ça, c'est assez incroyable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'activité ribonucléotide réductase s'il n'y a pas ce radical à cet endroit-là. C'est-à-dire que la biosynthèse des désoxyribonucléotides, je le dis, je le répète, ne se fait pas si à cet endroit-là, il n'y a pas un atome d'hydrogène qui n'a pas été arraché
d'une façon ou d'une autre, et je vais vous dire comment. La biosynthèse de l'ADN et la vie, donc, dans nos organismes, dépend qu'à un moment donné, il y a une chimie qui est enlevée un seul atome d'hydrogène à cet endroit-là, dans cette protéine, pas celle-là, dans celle-là. Vous voyez à quoi ça tient. D'ailleurs, c'est tellement vrai que des molécules qui réduisent ce radical sont des molécules qui sont type prolifératrices, anticancéreuses, antibactériennes. Il suffit de rajouter un atome d'hydrogène ici pour rendre l'enzyme inactive. Ça, c'est la première chose qui est fascinante. La deuxième, c'est que entre cet endroit-là et là, vous avez 35 angstroms de distance. Et, à ma connaissance, c'est la plus grande distance qui est observée de transfert d'informations redox entre deux protéines ou dans un système redox. Et donc, la question s'est posée, comment l'information radicalaire qui est ici peut être transformée ici? Est-ce qu'il faut un radical ici? Si c'est vrai, et c'est l'hypothèse, et vous verrez qu'il y a des évidences, je vais vous les montrer, et on a contribué aussi à ce travail, si c'est vrai qu'il faut aussi un radical ici, comment ce radical qui est là passe ici, sur 35 angstroms? Alors, en regardant un peu en détail ce complexe, alors je dois vous dire que ce complexe, c'est un modèle, parce que malheureusement, il n'a pas été obtenu de structure aux rayons X du complexe. Il a été obtenu en une structure aux rayons X de la sous-unité R1, d'une part, et de la sous-unité R2, et c'est un modèle qui a été obtenu, optimisé, qui est assez solide, qui suggère qu'en effet la position relative des protéines est celle que je vous indique ici. Et quand on regarde, on zoome un peu entre les deux, on s'aperçoit quand même d'un certain nombre de choses tout à fait intéressantes, même si au milieu, puisque c'est un modèle, on ne sait pas très bien comment ça se passe au milieu entre les deux protéines. Mais on s'aperçoit en particulier qu'il y a un certain nombre d'acides aminés aromatiques entre, vous voyez, vous avez les deux atomes de fer, j'y reviendrai ici, et vous avez le radical ici, sur cette tyrosine, vous voyez, le radical phénoxy. Vous avez une histidine, vous avez un tryptophane qui est en liaison hydrogène avec cet aspartate, vous avez au milieu une tyrosine à nouveau, vous avez une autre tyrosine 731, mais là on est passé sur l'autre sous-unité, vous avez une tyrosine 730 qui est en liaison hydrogène avec une cystéine qui vient juste au-dessus du substrat. Et donc l'idée, c'est que ce radical, d'une façon ou d'une autre, il traverse R2, puis l'espace entre les deux, puis R1, pour arriver dans le site actif, qui est assez protégé, sur ces cystéines, et que l'idée, c'est tyrosine point plus cystéine donne tyrosine normale H, avec un radical cystéine point ici, sur une distance de 35 angstroms. Et l'importance de ces acides aminés intermédiaires a été assez tôt identifiée, notamment en faisant des choses classiques pour les biochimistes, c'est la mutagénèse dirigée. On transforme par biologie moléculaire certains de ces acides aminés, et puis on regarde si l'enzyme est toujours active. Et vous pouvez voir ici dans un tableau, c'est un exemple, mais vous voyez par exemple, si vous changez ces deux tyrosines en phénylalanine, vous n'avez plus qu'1% d'activité. Si vous changez cet aspartate en asparagine, vous avez 0,3% d'activité. Donc tout ça a été fait et effectivement, on a identifié tous les acides aminés qui étaient importants dans le transfert de radical entre les deux. Alors, je vais en profiter quand même pour... voilà, et donc l'idée, et c'est aujourd'hui comme ça qu'on comprend la chimie, voilà la sous-unité R1. Vous avez la cystéine ici, sur cette boucle, qui est pas loin d'une tyrosine, qui est la tyrosine 731. Vous avez deux thiols, dont j'ai déjà parlé, et vous avez le substrat ici. Si je zoome là-dessus, vous voyez comment c'est positionné. 731, 730, cystéine. Donc, on crée le radical qui vient de l'autre sous-unité, génère un radical ici, qui ensuite arrache un atome d'hydrogène ici, qui arrache un atome d'hydrogène ici, et vous créez un radical cystéinyl ici, et il est très proche du ribose. Et donc, ce qui est proposé, c'est que
cette cystéine ici, ce radical, arrache un atome d'hydrogène sur le ribose pour donner ce radical intermédiaire. Et ensuite, par une chimie que je ne détaille pas, qui est un peu compliquée, vous avez une réduction à 2 électrons fournie par les 2 thiols qui sont là, ces 2 cystéines, et vous avez à la fin ce SH qui revient sur la position 2'. Cet hydrogène qui a été arraché ici revient ici. Enfin, vous voyez, c'est une chimie pas simple, mais sans rentrer dans le détail, ce que vous devez constater, c'est que la nature a choisi, et je l'ai expliqué la dernière fois, pourquoi il fallait une chimie radicalaire pour réduire des ribonucléotides. La nature choisit de faire une oxydation à un électron suivie d'une réduction à 3 électrons plutôt que de faire directement une réduction à 2 électrons. Voilà l'hypothèse aujourd'hui qui est tout à fait... Bon, je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire de rentrer dans le détail de la diapo suivante. Tout ça a été bien démontré par des expériences de marquage isotopique, enfin, etc. Ici, ce que je veux dire, mais peut-être j'y reviendrai, en tout cas j'y reviendrai à la fin, à la fin de la série de cours. Vous pourriez me demander, mais à quoi sert le fer? Vous ne parlez que du radical. Voilà. Alors, une fois que le radical est formé sur la tyrosine, il suffit à faire fonctionner l'enzyme. Le fer ne sert plus à rien. Alors, à quoi sert le fer? Eh bien, les atomes de fer servent à créer ce radical. Parce qu'évidemment, quand la protéine est synthétisée par la cellule, la sous-unité R2, celle-ci, évidemment, elle a une tyrosine normale à l'endroit de la chaîne polypeptidique considérée. Donc il y a une étape dite d'activation post-traductionnelle, c'est-à-dire que cette protéine est transformée en une protéine radicalaire. À nouveau, cette transformation, c'est juste arracher très très sélectivement un atome d'hydrogène, dont tout dépend. Eh bien, ce qu'a fait la nature pour oxyder cette tyrosine très spécifiquement, et après on pourra se demander pourquoi elle l'a fait à cet endroit-là et pas directement sur la sous-unité R1, mais ça j'en discuterai quand je parlerai d'évolution plus tard. Eh bien, la nature a positionné deux atomes de fer, ce centre binucléaire de fer avec un pont oxo qui est accroché à la protéine par différents acides aminés, chaîne latérale d'acides aminés, qui est capable... qui est un catalyseur de l'oxydation de cette tyrosine qui est située à quelques angstroms de distance des atomes de fer. Donc, ce qu'a fait la nature, c'est de prendre une protéine et de lui mettre des atomes de fer à côté de la tyrosine qui doit être oxydée. Et pourquoi des atomes de fer? Eh bien, parce que les atomes de fer sont particulièrement doués pour fixer de l'oxygène moléculaire, l'activer et créer une espèce oxydante qui va justement arracher l'atome d'hydrogène de la tyrosine. Et en effet, voilà le mécanisme de formation du radical tyrosinyl. À proximité de cette tyrosine, dans la sous-unité R2, il y a un site de fixation pour deux atomes de fer, à l'état fer-ferreux, fer2, fer2. D'une certaine façon, comme dans l'hémoglobine, ces atomes de fer2 sont capables de fixer l'oxygène moléculaire, ce que ne sont pas capables de faire les atomes ferriques, les ions ferriques. Une fois que cet oxygène est fixé, cette association, si vous voulez, d'ions métalliques très réducteurs avec un oxydant conduit à une réorganisation électronique que je ne détaille pas, mais qui conduit à des fers à haut degré d'oxydation, comme des fers 4, qui sont doués pour oxyder, arracher l'atome d'hydrogène pour donner le radical tyrosiné. Une fois que ceci est fait, le fer ne sert plus à rien. Alors, quelques aspects théoriques sur, si vous voulez, ces problèmes de transfert de radicaux, de transfert d'électrons sur des longues distances, qui est un des grands sujets de la biologie redox, de la biochimie redox des 20 dernières années, avec des gens comme Harry Gray à Caltech, Les Dutton à Philadelphie, Dan Nocera au MIT, qui ont étudié ces choses-là très, très en détail. Des très très grands biochimistes, je dirais des chimistes, parce que
ces domaines de la biologie sont les chimistes qui l'étudient. Donc à nouveau, comment on passe de cette tyrosine à ce substrat, comment on transfère les radicaux. Alors, ici je vais évoquer une partie du travail de Johann Stube au MIT, en partie avec Dan Nocera. Et si vous voulez, il y a plusieurs problèmes dans ce transfert. D'une part, il y a la distance. 35 angstroms, c'est immense. Si on appliquait simplement la théorie classique de transfert d'électrons, 35 angstroms, ça fait une constante de vitesse de transfert d'électrons de l'ordre de 10-6 par seconde. Or, en réalité, ça a été calculé, elle est de l'ordre de 2 à 10 par seconde. Il y a un facteur 10 puissance 6 qui ne s'explique pas par la théorie classique des transferts d'électrons. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes thermodynamiques. Vous voyez que si vous partez de cette tyrosine 122 ici, et qu'à un moment donné, vous allez passer à créer un radical sur le tryptophane, c'est-à-dire que vous avez un transfert d'électrons du tryptophane vers la tyrosine, eh bien, quand on regarde les potentiels redox, il y a un problème, parce que le couple tyrosine radicalaire, c'est 1,15 volts, alors que le potentiel oxydant des tyrosines, c'est autour de 0,6-0,8 volts. Donc il y a un vrai problème thermodynamique. Logiquement, il n'est pas possible de faire passer un radical d'une tyrosine à un tryptophane. C'est la même chose lorsque, par suite de transfert de radicaux, vous créez des radicaux sur ces tyrosines avant d'atteindre la cystéine. De la même façon, vous voyez les couples, le couple radical cystéine 1,33 volts, à nouveau, c'est très au-dessus des potentiels redox des tyrosines. Donc il y a un certain nombre de contraintes thermodynamiques. Alors là, ce qui va être déterminant, c'est le couplage de ces transferts d'électrons à des transferts de protons. C'est assez basique, néanmoins c'est bien de rappeler que les potentiels redox changent selon que les objets sont protonés ou pas. Et comme vous le voyez ici, le tryptophane, s'il est déprotoné, à ce moment-là, le potentiel il est 0,9, donc il est plus très loin des radicaux tyrosinyles. De la même façon, un thiolate est plus facile à oxyder qu'un thiol, et vous voyez que vous passez à 0,77 volts. Et donc là, on rentre dans un schéma où, même si les protons sont présents, parce qu'une cystéine c'est protoné, il y a des transferts de protons qui facilitent les transferts de radicaux. Ça, c'est un point extrêmement important. Voilà, alors très rapidement, théorie de Marcus, transfert des électrons. Lorsqu'on étudie un transfert d'électrons entre un donneur d'électrons et un accepteur, ce sont les réactifs, pour donner ces produits, la théorie de Marcus dit que la constante de vitesse de ces transferts d'électrons est fonction d'un certain nombre de paramètres, et en particulier de ces deux facteurs lambda et delta G0 qui se combinent pour donner l'énergie d'activation ici que vous avez de la réaction. Donc ça, c'est une représentation énergétique où vous avez le niveau énergétique des réactifs, des produits, la barrière d'activation, et vous constatez ici que si le delta G0 est très grand, le delta G star va être petit. S'il est petit, le delta G star va être plus grand, enfin, etc., etc. Donc, à partir de cette simple théorie très simple, on a des informations sur le lien entre la vitesse de transfert d'électrons et les données énergétiques du système. Par contre, ce qui est assez... Bon, Marcus, vous savez, a eu le prix Nobel. Ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, Marcus n'a pas du tout traité la dépendance en fonction de la distance de ces transferts d'électrons. Donc c'est venu un peu plus tard. Là, je ne vous demande pas d'explorer les équations, mais c'est simplement pour dire que, de façon très simple, on peut dire que l'efficacité d'un électron pour passer d'un donneur à un accepteur va dépendre du recouvrement des fonctions d'onde des réactifs.
Et la forme de ces fonctions d'onde va dépendre d'un certain nombre de choses, et en particulier du milieu dans lequel ces fonctions d'onde se propagent. Moyennant tout ça, la théorie, deuxième étape, pas Marcus, mais ceux qui sont allés plus loin, établissent que la constante de vitesse de transfert d'électrons continue à dépendre bien sûr de delta G0 et de lambda, mais également de la distance par un facteur exponentiel. R, c'est la distance, avec ce facteur bêta, qui est la contribution du milieu dans la propagation des fonctions d'onde. Alors, ça c'est de la théorie. Il y a eu énormément de travaux pour étudier en pratique le transfert des électrons dans les systèmes biologiques. Je vais vous présenter quelques-uns des modèles qui ont été traités. Il y a eu beaucoup de travaux sur des complexes protéines-protéines, dans lesquels vous avez un donneur dans une protéine, un accepteur dans l'autre. Vous avez aussi des petites protéines, alors c'est une seule protéine dans laquelle il y a eu du marquage redox. Par exemple, ici, vous avez le cytochrome C, qui est une hémoprotéine. Vous voyez, vous avez une porphyrine, un M ici. Et les chimistes qui ont travaillé là-dessus ont accroché quelque part, de façon très sélective, un complexe de ruthénium qui peut être photoactivé et qui peut permettre de déclencher un transfert d'électrons d'ici à là. Et ce complexe de ruthénium peut être placé à différents endroits de la protéine, ce qui permet de regarder la dépendance de la vitesse de transfert d'électrons vis-à-vis de la distance. Et puis il y a eu des travaux encore plus complexes, notamment avec les systèmes naturels, les photosystèmes, et en particulier les photosystèmes bactériens, qui contiennent tout un tas de partenaires redox à des distances connues, que j'ai indiquées ici, 9 angstroms, 10 angstroms, 16 angstroms, parce que les structures aux rayons X sont connues, de sorte que si on étudie les transferts d'électrons d'un centre redox à un autre, connaissant la distance, là aussi, on peut avoir des informations sur la relation qu'il y a entre la vitesse de transfert d'électrons et les distances. Donc on a tout un tas de données qui permettent de conclure que l'équation relativement simple de dépendance en fonction de la distance du transfert d'électrons est effectivement est juste par toutes ces expériences-là. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que tout converge pour dire que finalement, je simplifie, il n'y a qu'une seule valeur de bêta pour toutes les protéines. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça veut dire qu'une protéine, c'est un milieu particulier avec une caractéristique qui est un bêta de 1,2 par angstrom. Le vide, c'est 3,4. Lorsque un donneur et un accepteur sont accrochés de façon covalente, c'est 0,7. Et un verre organique de type tétrahydrofurane, c'est pas loin d'une protéine. Alors, là, il y a eu beaucoup de débats. À partir du moment où il y avait une valeur bêta constante, des gens comme Dutton ont proposé un modèle qu'ils ont appelé Uniform Barrier, à savoir qu'il y a une valeur uniforme de bêta. Donc, finalement, on peut considérer une protéine comme un milieu conducteur homogène. D'autres, comme Harry Gray, insistent finalement sur cette erreur, parce que c'est 1,2 plus ou moins 0,2. Et ce 0,2, c'est pas rien, parce que ça a un effet colossal sur l'effet de la distance. Et donc, Harry Gray, au contraire, dit qu'entre un donneur et un accepteur, il y a quand même des chemins préférentiels. C'est-à-dire que donc ce n'est pas totalement homogène. Il n'y a pas de valeur uniforme de bêta. Vous pouvez avoir 1,4 ou 1, et cette différence est énorme sur l'impact de la fonction. Donc il y a des chemins préférentiels, et les gens essayent d'identifier ces chemins. Ces chemins sont fournis par soit des liaisons covalentes, soit des liaisons hydrogènes, soit des contacts à travers l'espace, voilà, etc., etc. Voilà, c'est ça le domaine du transfert d'électrons en biologie, raconté très brièvement. Et si vous voulez, ce qui est à peu près clair, c'est que tous les systèmes biologiques font passer des électrons d'un donneur à un accepteur et ainsi de suite, mais jamais plus qu'une quinzaine d'angstroms.
À 15 angstroms, on est déjà dans des vitesses qui commencent à être pas très rapides. Et la question, c'est au-delà de 25 angstroms. Et là, je reviens à ma ribonucléotide reductase, on est à 35 angstroms. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc là, les gens ont évoqué le fait que si vous voulez faire transporter des électrons sur des très très longues distances, 10, 20, 30, 40, 50 angstroms, ce n'est pas impossible. Sauf que entre les deux, le donneur-accepteur, vous devez mettre des intermédiaires qui sont capables de transporter les électrons, de les prendre et de les redonner, et ainsi de suite. Et intelligemment, si vous devez construire une chaîne comme ça, compte tenu des constantes de vitesse de cette loi de vitesse que je vous ai donnée, en gros, vous allez mettre des centres métalliques tous les 10 angstroms, par exemple. Et effectivement, une très très grande quantité de systèmes biologiques de transfert d'électrons sont construits comme ça, avec un donneur, un accepteur qui peuvent être très très loin, mais au milieu, peut-être à peu près tous les 10 angstroms, vous avez un transféreur d'électrons. Or là, dans mon système ribonucléotidé réductase, il n'y a pas de centre métallique. Donc c'est l'idée que ces intermédiaires X1 et X2 doivent être des transféreurs organiques, hein, pas métalliques, mais organiques. Alors j'ai oublié de dire qu'en effet, ces centres intermédiaires entre le donneur et l'accepteur doivent être tels que thermodynamiquement c'est possible. C'est-à-dire que si votre donneur a ce potentiel redox et votre accepteur celui-là, évidemment, il faut que les intermédiaires aient leur potentiel redox qui soit placé entre les deux. Ce n'est pas toujours le cas, et des fois c'est assez difficile à comprendre. Voilà. Alors, voilà, c'est ça la logique. Oui, je peux citer ce travail de Gray, qui est un magnifique travail qui a été publié dans Science en 2008, où il a pris une protéine à cuivre. Vous voyez, vous avez l'atome de cuivre ici. Il a placé à 19 angstroms, donc au-delà des limites, un complexe de rhénium qui est accroché sur une histidine, qui est un complexe métallique qui est photoactivable. Si vous l'éclairez, vous avez un état activé qui peut se représenter par un transfert de charge entre le métal et le ligand, qui devient radical. Et la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un transfert de cet électron, qui est localisé ici, vers le cuivre excusez-moi, c'est le contraire. C'est le cuivre, il est à l'état 1 et le rhénium est à l'état 2. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un transfert d'électrons du cuivre 1 sur 19 angstroms jusqu'au rhénium? Et ceci peut se voir par spectro, aussi bien au niveau de la transformation cuivre 1 en cuivre 2, c'est ce qu'on voit ici, je ne rentre pas dans les détails, que de la transformation du rhénium 2 en rhénium 1. Et ce qui était intelligent dans ce système, c'est que il y a la possibilité de positionner ici différents acides aminés. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis une phénylalanine, qui n'est pas du tout redox, il a mis une tyrosine, il a mis un tryptophane. Et en fait, il s'est aperçu que uniquement avec le tryptophane, compte tenu du potentiel redox ici de cet accepteur d'électrons, uniquement avec le tryptophane, il y avait un transfert d'électrons du cuivre vers le rhénium. Dans le cas de la phénylalanine, il n'y avait strictement rien. Et dans le cas de la tyrosine, qui ne pouvait pas être déprotonée et qui a donc dans un état non déprotoné un potentiel supérieur de l'ordre de 1,5 volts, ce n'était pas possible. Et donc c'est un modèle qui montre à quel point une petite modification dans une chaîne de protéines peut avoir un impact sur les vitesses de transfert d'électrons sur une distance de 19 angstroms, mais ça montre aussi que 19 angstroms, c'est possible si vous avez le bon acide aminé, ici c'est un tryptophane, entre les deux. Voilà, ça c'est les aspects de protonation, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors maintenant, je reviens à ma ribonucléotide réductase et je vais passer assez rapidement sur un certain nombre de résultats extrêmement intéressants qui ont été possibles parce que, notamment, Stube et Nocera ont déployé des technologies tout à fait intéressantes pour, par exemple, mettre des acides aminés non naturels dans les protéines, pour faire des marquages spécifiques. Je vais vous montrer ça. Alors, ici, vous avez la sous-unité R2.
voyez, la limite est là, la sous-unité R1 là, vous reconnaissez à nouveau cette fameuse chaîne de transfert de radicaux. Et la question c'était, est-ce que cette tyrosine est impliquée dans le transfert de radicaux? Et ce qu'a fait Stube, c'est de transformer cette tyrosine par des tyrosines fluorées, placées à différents endroits, et donc ortho, méta, et plusieurs fluors. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez des espèces avec des potentiels qui varient entre 600 et presque 1000 volts. Et donc, ce qui est montré ici, très rapidement, si vous voulez, c'est que plus le potentiel augmente et plus vous inhibez le transfert. Donc, c'est la preuve que cette tyrosine est en effet sur le chemin radicalaire. Par ailleurs, l'état de protonation, puisqu'on a des pK ici, l'état de protonation n'influe pas sur l'activité, donc le transfert de protons est dit orthogonal, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Autre exemple, sur cette même... Et ça, c'est vraiment très important, parce que là, on va revenir à la notion de radical, tout de suite. Ce qu'a fait Stube, c'est de placer une dopa, hydroxylée en ortho, vous voyez cette tyrosine hydroxylée en ortho, toujours sur cette position 356. Et là, c'était encore plus intéressant, parce qu'en introduisant ce groupement OH, vous avez le potentiel du radical correspondant qui est à 0,57 volts. Donc vous le descendez, et à ce moment-là, si jamais un radical arrive à cet endroit-là, il ne devrait plus bouger. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et en effet, quand elle fait tourner l'enzyme, eh bien, on observe un spectre RPE, qui est le spectre rouge, complexe, qui est une combinaison du fameux radical tyrosinyl initial, là, qui est sous la sous-unité R2, qui est ici, et un autre radical, qui est en bleu, et qui est tout à fait caractéristique du radical DOPA. Donc le radical s'est bloqué ici par le biais de cette petite modification. On va laisser tomber ça. Même chose. Maintenant, je passe à la sous-unité R1. Est-ce que ces tyrosines sont des passages des radicaux? Même manip. Si je transforme, si j'arrive à produire une protéine dans laquelle ce n'est pas une tyrosine ici, mais c'est un acide aminé transformé. Ici, ça a été une aminotyrosine, avec une amine en ortho du groupement OH. Et là, vous avez un potentiel de moins 0,6 volts, qui est le plus bas aussi par rapport à tous les potentiels de la chaîne naturelle. Là, c'est la même remarque, aussi bien en 730, aussi bien ici qu'en 731. Lorsque vous introduisez cet acide aminé non naturel, à ce moment-là, vous bloquez un radical sur ces tyrosines modifiées. C'est ce qui est indiqué sur ce spectre RPE. Et par ailleurs, vous avez une chute de l'activité enzymatique. Vous voyez, on passe de 100% à 4-7%. Voilà, tout ça, vous voyez, tous ces travaux-là montrent très très clairement ce passage, cette chaîne radicalaire. Donc c'est vraiment cette théorie que la nature, alors je sais pas, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, on en discutera plus tard, mais pourquoi cette obsession à avoir mis le radical si loin et cette compliquer la vie en mettant tout un tas d'intermédiaires sur la voie pour faire pour transporter ce radical. Il y a sûrement de très très bonnes raisons, on en discutera plus tard. Un autre magnifique travail qui a été fait, c'est ce travail donc vous voyez, assez récent par Nocera et Stube, où ici c'est uniquement la sous-unité R1 qui a été prise, et c'est un peptide, il n'y a plus de sous-unité R2. C'est un peptide où vous avez l'équivalent de cette tyrosine 356 dont on sait qu'il joue un rôle très important dans le transfert de radical, et adjacent à cette tyrosine a été mis un groupe photoactivable, un groupement chimique photoactivable. Alors ça peut être des quinones et puis ça peut être des complexes de rhénium dont j'ai déjà parlé. Et en éclairant, on crée la capacité de transférer des électrons de la cystéine vers ce groupe qui devient accepteur d'électrons et de créer un radical
au niveau de la cystéine. Et c'est effectivement ce qui a été fait ici avec ce complexe de rhénium. Alors, vous voyez, en fait, vous avez la sous-unité R1, il y a le substrat, il y a la chaîne à l'intérieur, la chaîne de transfert d'électrons que vous voyez ici, substrat, vous voyez, cystéine, tyrosine, et la possibilité de transférer des électrons, moyennant que vous éclairez ce complexe de rhénium, qui devient équivalent de rhénium 2, et qui peut donc accepter un électron. Alors, ce peptide, effectivement, il se place au bon endroit, puisqu'il est inhibiteur de l'activité enzymatique, donc il inhibe la fixation de la sous-unité R2, et par ailleurs, en effet, les auteurs ont pu observer une transformation du ribonucléotide simplement en éclairant. Donc ils ont fait une sorte de ribonucléotide réductase photochimique. Ce sont les activités qui sont là. Et si au contraire il y a une phénylalanine à la place de cette tyrosine, donc qui n'est pas capable de chimie redox, il n'y a pas du tout d'activité, pas du tout de réduction de ribonucléotide. Et encore plus intéressant, ils ont pu observer dans certains cas, notamment avec ces composés fluorés qui ont des potentiels redox intéressants, des signaux qui correspondent à des radicaux tyrosiniles qui se sont installés sur, cet acide aminé. Donc tout ça a été parfaitement bien montré. Alors, je voudrais vous montrer un travail que nous avons fait plus ancien, mais qui est peut-être qui était la première démonstration du transfert de radical de la tyrosine jusqu'au substrat. À cette époque, on avait l'ambition de trouver des molécules qui auraient des propriétés anticancéreuses en ciblant la ribonucléotide réductase. Alors ça, c'était un domaine qui était très très développé il y a longtemps. Donc vous comprenez très bien, hein, la ribonucléotide réductase, c'est l'enzyme qui synthétise les désoxyribonucléotides qui sont les précurseurs de l'ADN. Dans un tissu cancéreux, dans une situation de prolifération de cellules, en effet, ce qui se passe, c'est une très grosse activité de ribonucléotide réductase parce qu'il y a un gros besoin d'ADN et de la synthèse de l'ADN. Donc si vous bloquez la ribonucléotide réductase par une molécule, par exemple, vous avez des activités antiprolifératives. Je vais vous montrer une molécule qui, en effet, a passé tous les caps et qui est actuellement utilisée en clinique et qui est une molécule toute simple qui vise la ribonucléotide réductase. Alors, en même temps, ce n'est pas si simple que ça, parce que la différence entre les si vous voulez, les ribonucléotides réductases de nos cellules cancéreuses sont les mêmes que les ribonucléotides réductases de nos tissus sains. Donc il y a toute la question de taper sélectivement sur les activités des cellules cancéreuses. Et ça, ce n'est pas très simple. Il y a des cas où ça marche très bien. Par exemple, j'en profite pour dire que les virus de l'herpès, toute la classe des virus de l'herpès, ont une ribonucléotide réductase qui fonctionne sur ce modèle-là, mais qui sont très très différentes, qui ont des réactivités assez différentes de celles de l'homme. Et donc, il y a des médicaments anticancéreux anti-herpétiques qui sont actuellement utilisés, qui ciblent la ribonucléotide réductase de l'herpès. Bon, alors nous, on voulait faire des inhibiteurs de ribonucléotide réductase et on savait que si on touchait à... Évidemment, vous voyez que toute la chimie redox sur ce sucre se passe ici, donc si vous modifiez un petit peu ces molécules, vous pouvez espérer avoir quelque chose qui bloque. Donc on avait mis un thiol ici. On a synthétisé ces molécules et je peux vous dire que c'est le meilleur inhibiteur du monde de la ribonucléotide réductase. Une molécule tue complètement une molécule d'enzyme. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, cette molécule n'est pas allée beaucoup plus loin parce que ça, c'est vrai sur l'enzyme purifiée et n'avait peu ou pas d'activité sur des cellules et encore moins sur des animaux, etc. Donc ce n'est pas allé plus loin, mais c'est un bon outil pour comprendre certains aspects chimiques. Et alors, la chose très très intéressante, c'est lorsqu'on a étudié par résonance paramagnétique électronique la chimie de ce composé, donc mis en présence d'enzymes, l'enzyme fonctionnant, qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé qu'avec le temps, le radical ici tyrosinyle,
avec le temps rapide. Hein, vous avez vu, c'est une inactivation assez rapide. Donc ce radical disparaît, et au bout de 200 secondes, il n'y a plus rien. Donc vous comprenez que, n'ayant plus de radical tyrosinyle, cette enzyme est morte. Donc c'est bien ce qu'on cherchait. La chose intéressante, c'est qu'entre les deux, on a observé des signaux nouveaux en faisant une soustraction de spectre, puisqu'ici c'est un composite entre le radical tyrosinyle et un autre composé radicalaire, même type de manipulation que ce que je vous ai montré précédemment. On fait une soustraction de spectre et on a observé ce spectre-là, ici qui a été simulé, je vais en dire quelques mots tout à l'heure, et remarquez qu'il y a une structure de doublet ici et ici. On s'est demandé de quoi il s'agissait et vu certaines caractéristiques, je ne rentre pas dans le détail de toutes ces valeurs, certaines caractéristiques de ce spectre RPE, ça avait les caractéristiques de ce qu'on appelle un radical persulfure, RSS point. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé toutes les cystéines de la sous-unité R1 en cystéines deutérées. On a marqué les cystéines de la sous-unité R1. Et là, il s'est passé la même chose, sauf que, comme vous le voyez, ce n'est plus un doublet, c'est un singulé. Donc ça veut dire que le radical intermédiaire, c'est un radical qui est sur une cystéine de la sous-unité R1. Donc c'était la première démonstration et c'est la seule à ma connaissance, la démonstration qu'au-delà des tyrosines dont je vous ai parlé, on observe on observe un radical sur R1 alors qu'on est parti d'un radical sur R2. Ici c'est le radical sur R2, ici c'est un radical sur R1. Alors, ce radical, on a pu démontrer, je ne rentre pas dans le détail, mais pour vous montrer comment la chimie se produit, votre radical cystéinyle ici arrache l'atome d'hydrogène. Puisque vous avez introduit un thiol dans votre substrat et que vous avez sur la protéine R1 un thiol, une cystéine, notre proposition c'est que vous formez un pont disulfure, ensuite le radical ici arrache l'atome d'hydrogène comme prévu, et cette entité-là se décompose par une rupture homolytique de la liaison carbone-soufre ici, pour donner ce composé, et le fameux radical qu'on voit, qui est celui-là. Et ceci explique pourquoi cette molécule est un très très bon inhibiteur de l'enzyme. Bon, malheureusement, pas eu de chance, mais ça n'a pas fini comme un médicament. Voilà, je vous montre deux agents anticancéreux. Vous avez peut-être entendu parler de la gemcitabine. C'est vraiment un très très bon médicament anticancéreux dans certaines applications. Utilisé en clinique, et vous voyez que la modification à nouveau porte sur la partie sucre, ribose, avec ces deux atomes de fluor qui ont été incorporés en position 3'. Ici vous avez un méthylène, ça peut se comprendre, vous voyez le rationnel d'une molécule comme ça, c'est que si vous créez un radical ici, vous avez un composé allyle, donc avec ce radical délocalisé qui permet de faire de la chimie. Bon, celui-là est moins développé, mais celui-là est un très très bon médicament anticancéreux, qui cible la ribonucléotide réductase. Voilà. Donc, je termine sur ce schéma. Pour conclure en disant, voilà, dans nos cellules, il y a une ribonucléotide réductase qui fait la réduction des qui catalyse la réduction des ribonucléotides en désoxyribonucléotides, les précurseurs de l'ADN. Cette chimie-là dépend absolument qu'un atome d'hydrogène ait été arraché sur cette tyrosine et ne dépend que de ça. Hein, ça, c'est la première chose dont j'espère vous vous souviendrez. De fait,
ce radical lui-même est une cible pour des médicaments. L'hydroxyurée, qui est un vieux médicament anticancéreux qui pose des tas de problèmes, mais qui est encore utilisé dans certains traitements thérapeutiques anticancéreux, mais qui pose des tas de problèmes de toxicité, de résistance rapidement développée, enfin, etc. L'hydroxyurée est une molécule qui redonne l'atome d'hydrogène à la tyrosine. Que les atomes de fer qui sont là font une chimie qui est tout à fait intéressante. Un jour, je traiterai ces problèmes peut-être. Avec ces centres binucléaires, la nature a souvent choisi 2 atomes de fer, des centres dits binucléaires de fer, pour faire des oxydations. Et c'est bien ce qui se passe. Ces atomes de fer servent à arracher l'atome d'hydrogène. Ensuite, les choses intéressantes se passent ici. Et donc, il faut que l'information radicalaire passe de là à là. En gros, il faut que cette cystéine, qui va taper sur le substrat ensuite, par une chimie complexe que je n'ai pas beaucoup détaillée, mais je ne veux pas le faire plus, cette cystéine se radicalise en envoyant un électron sur une chaîne qui fait, si on les prend comme ça, avec tous ces angles, etc., plus de 35 angstroms de distance. Le 35 angstroms, c'est la ligne directe. Donc transfère un électron pour devenir radicalaire, l'accepteur étant la tyrosine située donc très loin. Que ce transfert d'électrons se fait avec des transferts de protons qui ont été parfaitement bien caractérisés. Il peut s'agir de transferts de protons collinéaires, c'est-à-dire qu'il y a un proton, ce sont des transferts d'atomes d'hydrogène, ou ça peut être des transferts d'électrons couplés à des transferts de protons. Et là, on parle de transferts de protons orthogonal. Voilà. Voilà. Donc, cette enzyme-là, vous le comprendrez aisément, c'est une ribonucléotide réductase qui est arrivée probablement assez tard dans l'évolution. C'est un système très très compliqué qui a besoin d'oxygène. Et donc, on peut déjà imaginer que ma conclusion à la fin sera, mais je développerai plus, que ce n'est pas cette enzyme-là qui a été à l'origine de l'ADN à ce moment clé où on est passé du monde ARN protéine au monde ADN. Il est beaucoup trop complexe. Il n'était certainement pas présent dans le monde ARN, parce que pour faire cette chimie-là, il faut des systèmes tellement élaborés qu'on imagine mal un ARN pouvant être capable de faire ces transferts de radicaux à très longue distance, à moins que Marie-Christine nous dise le contraire. Voilà, donc je vous remercie. J'ai terminé sur cette classe 1. La semaine prochaine, pour ce qui me concerne, je parlerai de la découverte que nous avons faite de la ribonucléotide réductase qui fonctionne chez les organismes qui sont anaérobies, c'est-à-dire qui n'ont pas d'oxygène. Assez curieusement, je le redirai la semaine prochaine, mais assez curieusement, quand je suis arrivé dans ce domaine, avec Peter Reichard, on a constaté que personne ne s'était préoccupé de la biosynthèse des désoxyribonucléotides chez les organismes anaérobies. Et évidemment, c'était évident que ça ne pouvait pas être ce système-là, puisqu'il y a absolument besoin d'oxygène. Donc ça, c'est aussi notre information, c'est-à-dire que vous voyez que notre synthèse d'ADN chez nous dépend absolument de l'oxygène présent dans l'air aussi. Mais il y a tout un tas de micro-organismes anaérobies à la surface de la Terre qui fonctionnent sans oxygène, et donc de fait, ils sont infoutus de faire un radical tyrosinyle par cette méthode-là. Donc on s'était dit, tiens, c'est curieux, personne ne s'est pas occupé de cette question, on l'a attaqué, je vous raconterai cette découverte, et je vous montrerai comment, par une chimie totalement différente, les micro-organismes anaérobies font les désoxyribonucléotides. Et ça aura son importance, et je termine là-dessus, parce que, bien évidemment, vous avez en tête que la vie est apparue en absence d'oxygène, et que ces découvertes-là pourront nous éclairer sur cette question: qui a inventé l'ADN? Voilà, je
Je vous remercie. Si vous avez des questions, j'y réponds.